Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. Des enfants de retour à l'école, des contrôles dans les gares, de nouvelles annonces du gouvernement et des interdictions maintenues. Ce sont les images et les mots à retenir au deuxième jour du déconfinement en France. La nouvelle annonce du gouvernement est venue d'Édouard Philippe cet après-midi. Lors de la séance des questions au gouvernement, le Premier ministre a donné le calendrier pour les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales de mars dernier. 30 000 maires sur 35 000 vont donc pouvoir prendre leur place au plus tard fin mai. Édouard Philippe. Le décret qui prévoit l'installation de ces conseils municipaux sera publié le vendredi 15 mai. Il fixera la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires le lundi 18 mai. Conformément à la loi du 23 mars, la première réunion du conseil municipal, qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, se tiendra dans les 5 à 10 jours après la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, au plus tard le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter. On ne pourra pas contenir les Parisiens sur les trottoirs à proximité des parcs et des jardins qui seraient fermés. Anne Hidalgo en remet une couche ce soir. La maire de Paris renouvelle sa demande au gouvernement. Il faut rouvrir, selon elle, les parcs et les jardins de la ville. C'est une question de santé publique. On ne va pas autoriser les pique-niques, dit-elle. Je propose de le faire en lien avec les autorités de l'État. Anne Hidalgo qui propose par ailleurs le port du masque obligatoire dans la rue. À la mi-journée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a opposé une fin de non-recevoir. Paris reste en zone rouge. La preuve d'ailleurs par Lannion dans les Côtes-d'Armor ou Chauvigny dans la Vienne. 2 nouveaux foyers. À Lannion, 46 personnes ont été testées positives après le cas d'une personne âgée malade. Et à Chauvigny, une enseignante a été testée également positive après la découverte de 4 cas au sein d'un collège. Asymptomatique, elle a été placée en quarantaine, mais les écoles, elles, ne vont pas rouvrir tout de suite. L'école, d'ailleurs, on y vient. Des enfants en salle de classe. Là, c'était ailleurs. Cela fera partie des images du jour que l'on retiendra donc aujourd'hui. Des enfants de grande section de maternelle, du CP et du CM2. Pas tous, bien évidemment. Ceux qui sont rentrés en classe représentent une infime partie du nombre total d'élèves en France. Benjamin Elie s'est rendu en Gironde, à Camps-sur-l'Île, un village de 650 habitants. Reportage. Ça va ? Attends mon grand, j'arrive. Retour en classe, c'est une nouvelle règle de vie, nouveaux réflexes. Et avant d'entrer en classe, il faut qu'on aille se laver les mains avec du savon. Ah, on voit le sourire d'Anouk là. Qu'est-ce qui se passe, Anouk ? Parce que je viens de voir une amie qui arrive. Ça fait longtemps, du coup, ça fait du bien. Il y a le mètre de distance entre vous. Ça va ? Oui, ça va. Bonne journée, Anouk. L'émotion d'Anouk, élève de CM2, sa mère, Nathalie, est plus inquiète. On nous parle d'un retour peut-être d'un pic à nouveau. C'est un peu anxiogène, mais voilà, nous, on a suivi notre fille, on fait confiance aux mesures sanitaires d'ici, et puis on verra. On va expliquer. Lilou, tu peux lire la première affiche, s'il te plaît ? Et là, on est dans la salle de classe. Terre nue et dans son coude. Très bien. Donc, Seulement 13 élèves sur 84 ont repris l'école à Camps-sur-l'Île. Le maire David Rézindé. Je pense que le bouche-à-oreille va fonctionner. D'autres enfants viendront se greffer, puisqu'il y a déjà actuellement une trentaine d'enfants inscrits pour le 25 mai. Rouvrir l'école, c'est reprendre la vie. Allez, c'est la récré. Trop chouette. C'est trop chouette. Oui. Mais ils sont contents. Voilà, c'est la rentrée. vous êtes trop près, les garçons. Reportage signé Benjamin Elie. Autoriser les salariés à offrir des congés aux soignants sollicités par l'épidémie de coronavirus. Muriel Pénicaud juge l'idée aujourd'hui des députés En Marche intéressante. La ministre du Travail promet de travailler à l'exécution de cette proposition. Les plages des Alpes-Maritimes seront rouvertes au public ce week-end. Si les mairies en font la demande, le préfet a toutefois prévenu, ce ne sera pas bronzage et pique-nique, ce sera juste pour la pratique individuelle du sport et la promenade. Le traditionnel pèlerinage des Saintes Maries de la Mer n'aura pas lieu fin mai dans les Bouches-du-Rhône. Il rassemblait chaque année 20 000 personnes, beaucoup trop donc au regard des règles du déconfinement. Il est donc annulé. En Espagne aussi, les mesures de déconfinement sont strictes. Madrid a ainsi décidé d'imposer la quarantaine aux étrangers qui arriveront sur son sol à compter de la fin de la semaine, Marie-Hélène Ballesteros.
Cette mesure concernait déjà les Espagnols rapatriés et les résidents en Espagne en provenance d'Italie. Mais à partir de vendredi, tous les voyageurs venant de l'étranger seront soumis à une quarantaine de 14 jours. Concrètement, ils ne pourront sortir que pour faire leurs courses ou acheter des produits de première nécessité, pour se faire soigner ou en cas de force majeure, et ce toujours en portant un masque. Par ailleurs, ils devront respecter les mesures d'hygiène et de prévention et de distanciation sociale pour limiter la propagation du virus. Cette décision établit également que ces voyageurs mis en quarantaine pourront être contactés par les services sanitaires espagnols afin de garantir un suivi. Il y a tout de même quelques exceptions. Les travailleurs frontaliers, les transporteurs de marchandises, les équipages de compagnies aériennes et les personnels soignants se rendant en Espagne pour travailler, tous ceux-ci ne sont pas concernés par cette mesure. Mais à une condition, ils ne doivent pas avoir été en contact avec des personnes testées positives au coronavirus. Une mesure qui ne plaît pas du tout au secteur touristique espagnol qui dénonce déjà un nouveau coup de massue. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter. Plus de 10 000 Français sont toujours bloqués au Maghreb et ce, en dépit des vols spéciaux mis en place après la fermeture des espaces aériens mi-mars. Certains s'inquiètent pour leur santé ou leur emploi. Au Maroc, par exemple, où 150 vols spéciaux en un mois ont ramené 30 000 personnes vers la France, et bien au moins 5 000 Français de passage attendent toujours fin avril ou depuis le début du mois de mai pour pouvoir rentrer chez eux par des vols spéciaux hebdomadaires selon l'ambassade de France. La police de Marseille a saisi plus de 70 kilos de drogue lors d'une série de descentes dans les quartiers nord de la ville. Ces derniers jours, 6 personnes ont été interpellées et 27 000 € en liquide ont été saisis. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Aujourd'hui sur France Inter, où en est la recherche dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Tocilizumab, remdesivir, hydroxychloroquine, protocole, essais cliniques, études ont fini par s'y perdre dans la recherche sur le Covid. Alors où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est prometteur, fiable, indécis? 01 45 24 7000. Et dès 18h, l'actu du monde nous ramène une fois de plus en Chine. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Libérez Charline Vanhoenacker, déconfinez-la. Est-ce que vous pensez qu'on se reverra un jour, Laetitia Gaillet? Je ne sais pas, je l'espère. Moi aussi, écoutez, on y travaille. En attendant, nous sommes confinés volontaires, on va dire. C'est une belle formule, c'est Thomas Croisière qui l'a trouvée, qu'on entend tous les jours à la fin de cette émission. Alors, pour se rapprocher de la fin, il vaut mieux la commencer, non? On est d'accord? C'est parti alors. C'est parti. « 8h30 sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Les amis, vous êtes là? Oui, je suis là, Charline. Oui. Moi aussi, je suis là. Mais être là, qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? Être là, tu dis, là? c'est la fatalité. Hein? Mon corps est là, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais mon esprit, il voyage. Il est à Acapulco, il est à Essaouira, où le vent lui claque sur le visage. C'est vrai, Alex? Mais il est aussi en Touraine, dans les vignes. Il attend l'heure de l'apéritif. Alex! Mais il déraille complètement, là. Qu'est-ce qu'il fait? Et au fond, y a-t-il une heure pour l'apéritif? Je ne crois pas. Le confinement nous a regardé dans les yeux et nous a dit non. Mais attends, et il me perd un peu, là. Il nous a dit non, l'heure de l'apéritif, c'est 17h, c'est 19h. C'est l'heure à laquelle le bouchon saute. C'est l'heure où on se dit santé. Stop! Non, mais coupe-moi cette musique, là. Mais j'étais lancé! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles tout seul, tu nous écoutes même pas. Ben oui. Mais c'est pour avoir mon émission sur France Inter. Quoi? Mais t'as déjà ton émission. Non, mais mais c'est avec vous, c'est contraignant. Je dois être là tous les jours. Ah bah ça c'est le minimum quand même. Non, mais moi je voudrais faire de la radio plus comme Édouard Baird, vous voyez? Ah d'accord, j'ai compris, d'accord. Être à l'antenne quand je veux. Oui, enfin quand je m'ennuie, tu veux dire. Oui, d'accord, là c'est le confinement, il s'ennuie, il appelle la direction, il dit donnez-moi le 22h, 23h et... Il fait ce qu'il veut, Voilà, d'accord. Voilà, mais voilà, il met une musique de fond, il soliloque. Oui, et puis on dit que c'est de la poésie, d'accord. Oui, et puis aussi, il faut quand même être honnête avec une chose, il n'y a pas comme ça quelqu'un qui tout le temps lui donne des ordres. Je vois pas de quoi tu parles, Alex. Les ordres, c'est l'avilissement. Oh là là. C'est Sisyphe qui pousse, mais qui ne sait pas pourquoi. C'est l'ouvrier de chez Amazon qui remplit un colis. C'est cette vie dure, âpre, violente qui défile, alors que le train des sentiments ne rêve que d'une chose, c'est dérailler. Oui, ça va, stop, c'est bon. On demanderait pas à la direction de lui trouver une case entre 2h et 3h du matin, là, Alex? Complètement, oui, t'as raison. Alex, ça te semble être un bon horaire, non? Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais horaire. Je dirais c'est d'abord des rencontres. Oh là, merde. C'est pas vrai. Bonjour la
la France Inter, vous écoutez l'émission fabriquée en zone rouge avec quelques chroniqueurs en zone libre. Et voici la devise du jour. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais dans le respect des gestes barrières. Bonjour l'équipe des Rouges, bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Votre rubrique Les classiques à Juju est consacrée cette semaine à l'étude de Nana, le roman d'Émile Zola. L'épisode d'hier a tant plu aux auditeurs, enfin si j'en crois c'est leur retour. Hein. Quel succès. Le rouge, ça ne vous change pas. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les camarades. Vous avez retrouvé la rue, vous avez retrouvé les gens, vous avez discuté avec eux des gestes barrières et de toute la panoplie des principes de précaution. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Toujours aussi flippant, les gens. Et bonjour à la zone libre. Salut Thomas Croisière. Oui, si vous entendez des portes qui claquent, c'est mes enfants qui ont toujours pas compris que j'enregistrais cette putain d'émission, bordel. Alfred et Gaston ont tellement aimé découvrir Rocky que vous leur avez montré Rocky 2. Pour les adultes, on conseille bien sûr la VO. Pour les enfants, c'est la VF, même si c'est pas tout à fait pareil. Hein. Et vous, votre vie? La boxe. Pas de grand amour? La boxe. Et à part la boxe? À part la boxe? La boxe. Bonjour Alex Vizorek. Oh là là, bonjour Charline. Et aujourd'hui, un programme bondé comme une ligne 13, un jour de déconfinement. On aura nos drôles de dames de la chronique, celle du Nord, Constance, qui nous prouve qu'on peut être à la fois psychologiquement instable et humoristiquement équilibré. Et celle du Sud, qui nous prouve qu'on peut être froide avec un homme, mais chaude pour un livre, c'est Clara Dupont-Moreau. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde. De quoi on va parler? On va parler de Jack London. Ah, voilà. Ce bon vieux Jack. La fainéantise, la Édouard Baird des Cévennes. Ajoutez à cela un dessin sur le pouce, des exercices à la rescousse et un journal à faire pâlir de la housse. Voilà le programme. Wow. C'est parti, touchous. Alors ça rime avec couscous, mais ça m'arrange pas pour lancer l'émission. C'est compliqué les rimes en housse. Alors qu'est-ce qu'on fait On peut la lancer si on n'a pas un truc en housse ou comment on fait? France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Il suffit de prendre n'importe quel mot avec la bonne rime et le jingle part. Oui, c'est pratique. Ça fait. va me faire un peu moins de boulot, moi, je pense. Formidable. Alors, nous sommes en l'an 0 et un jour après le 11 mai. Et il faut se rendre à l'évidence. J'ai entendu sur notre antenne ce matin un spécialiste du spacing dire que l'open space, c'est fini. Oh non! C'est le drame. Mais si, ça sent le sapin pour les plateaux ouverts en contreplaqué. C'est fou, le monde est devenu totalement absurde. Maintenant, c'est le règne de la cloisonnette. J'ai entendu ça ce matin. La vache. Non mais vous m'entendrez dire au début de l'émission bonjour la France Inter et bienvenue dans l'espace de cloisonnette. On est foutus. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Alors, écoutez, quand je me dis ça, je me dis qu'il y a pire. Et là, dans ces cas-là, je me demande comment va Constance. Aïe. Et après, ça va mieux. Alors, allons voir. Bonjour Constance. Mes amis, je suis sur les rotules. Vanez. Oui, alors c'est une chronique surjouée. Tant pis pour vous. Oh, ça m'a fait un bien fou ces vacances. C'est simple, j'ai pas arrêté de voyager. L'aventure, l'appel de l'inconnu, destination mystérieuse, la cave. Bon, petit accident au départ, en descendant les escaliers, j'ai raté la première marche. Un de ces valdingues. Heureusement qu'avec le confinement, je me suis un petit peu laissé pousser le cul, ce qui m'a permis d'atterrir confortablement. Dans ma chute, je suis tombée sur des bouteilles. Le bonheur à l'état liquide. Oh, mes cochons! Ah oui, c'est très surjoué. Hein. Oh, mes cochons, j'étais beurre
beurré comme une biscotte. Alors j'ai fait un de ces rentre dedans, un sac de pommes de terre. Il m'a dit, madame, poêle à mazout. Poêle à mazout, madame. Et c'est à ce moment précis que j'ai voulu me bagarrer, mais en me relevant, je me suis fourré le visage. Il y a un petit côté Arletty, hein. C'est des petits côtés. Mais en me relevant, je me suis fourré le visage dans une grosse toile d'araignée qui m'a aveuglé. Cherchant mes repères autour de moi, j'ai attrapé plein de fil électrique dans le plafonnier à pleine main. Oh, à la maison, c'est du triphasé. Autant vous dire que j'ai dansé la polka. Et en reculant, j'ai marché sur une pelle. Je suis tombée un bon moment par terre, dans les pommes, parce que comme je me suis relevé, des crottes de souris collées sur la joue, il faisait des... Parce que quand je me suis relevé, quelques petites crottes de souris collées sur les joues, il faisait déjà jour. J'ai beaucoup surjoué et ça m'a beaucoup fatiguée. Laissez-moi tranquille maintenant. Il faisait déjà jour. Personne ne parle comme ça. Je suis fatiguée. Oh, mes enfants, ça fait longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée. Oh, je gueule comme une truie, mes voisins doivent me détester. Oh, que c'est agréable de rentrer à la maison après les bonnes vacances. Que c'est bon de retrouver son petit confort, sa petite routine. Tout nous paraît nouveau, beau, agréable. Un petit peu comme quand on trompe son mari. Ça permet de se dire, c'est vrai qu'il est pas terrible, mais j'y suis attaché tout de même. Oh, mes amis, quel dépaysement. Oui, elle était lourde cette chronique. Elle était très lourde. Mais c'était un peu du théâtre, comme avant. Et moi, ça me manque avant. Tu sais, l'époque où, quand on toussait, la seule angoisse qu'on avait, c'était de ne pas péter. Bisous. Constance, je pense que quand vous êtes toute seule, vous vous ennuyez pas du tout. C'est sans doute pour ça que vous surpassez en période de confinement, c'est merveilleux. Si vous aimez la Arletty blonde de l'Oise, Constance, faites-la partager à vos amis par le truchement de sa chronique que nous mettrons sur notre page Facebook. Vous lui rendrez service, certainement. Merci Constance, et bien sûr on a tellement hâte de vous revoir sur scène dès que ce sera possible, en 2034. Oui. Prenons le temps de bien organiser ça. Chewbacca est revenu à la programmation musicale. C'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il connaît les goûts de Juliette Parker, qui doivent certainement correspondre à ceux de nos auditeurs aussi en grande partie. Juliette, accrochez-vous, chers auditeurs aussi. Jacques Higelin. Denise. Je sens que je vais piquer ma crise. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Avec ce taille, y'en a qui seraient heureux comme des rois. Si pour toi c'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas. Tu sais même pas ce que t'as et c'est pour ça que tu m'en veux. Ça que tu m'en veux, ça que tu m'en veux, tu m'en veux, tu m'en veux. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, il faut que je te dise. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Je fais vraiment tout ce que je peux pour oublier que je peux pas te donner ce que t'as pas quand je sais pas ce que tu veux. Je veux bien tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que j'ai pas. Je comprends même pas ce que t'as et c'est pour ça que je t'en veux. J'ai fait tout ce que t'as pas, mais comme t'as pas tout ce que je veux. Arrête ton cinéma pour toi et moi ça vaut mieux. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise,
Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Vous êtes branchés sur France Inter, vous écoutez Par Jupidémie et vous voyez les gens qui se réunissent sur les quais et qui disent il y a beaucoup trop de gens qui se réunissent sur les quais. Eh ben, c'est les mêmes pour ceux qui font des brèves et qui disent il y a beaucoup trop de brèves sur les réseaux. Non, plus on est, plus je suis content. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher et donc le domestiquer. Le journal de presque 17h17. Bon, et les gars, vous me tenez bien, hein. Et on commence par les titres. Hier, au premier jour du déconfinement, de longues files d'attente ont été observées un petit peu partout en France devant... Des librairies, j'imagine. Non, devant des magasins Zara ou H&M. Oui, et si au fond le Covid n'était qu'un catalyseur de la sélection naturelle? À Paris, face à l'irresponsabilité de certains qui n'ont pas respecté la distanciation sociale hier, Christophe Castaner a demandé que l'alcool soit interdit sur les berges de la Seine ou du canal Saint-Martin. Et pour que Christophe Castaner demande qu'on interdise l'alcool, c'est que c'est vraiment très problématique. Et les brèves? Eh bien oui, il y aura des brèves, sauf des ivres virgules au canal Saint-Martin, parce qu'on peut plus. Et commençons par plutôt une mauvaise nouvelle. Oui, puisque Météo France prévoit un début d'été plus chaud que la normale. Donc en 2020, on aura eu les feux en Australie, un début de guerre mondiale, une pandémie et maintenant une canicule s'annonce. Il ne manque plus qu'un nouvel album des Disruptives et on a le bingo des catastrophes cette année. C'est en cours, c'est en cours. Politique, à présent, pour compenser le confinement, la droite s'en prend aux 35 heures et veut permettre aux salariés de travailler plus pour gagner plus. Ouais, en tout cas, c'est pas chez les Républicains qui sont prêts à gagner plus. Ah, pourquoi vous dites ça? Ça fait 15 ans qu'ils tournent avec la même idée, donc je crois qu'ils ont pas vraiment travaillé plus. Donc, t'es un petit peu les Édouard Baird de la politique. Et attention, une énorme avancée dans la recherche sur le coronavirus. Oui, l'Académie française a tranché. Il faut dire la Covid et non le Covid. Voilà. Quoi? C'est ça l'énorme avancée dont vous me... Il n'y a pas que nous qui changeons le monde, hein. À l'Académie, ça bosse, hein. Et pourtant, c'est les personnes à risque, hein. Alors, Covid serait donc féminin, puisqu'il s'agit d'une maladie, mais après, ça se voyait que c'était féminin, parce qu'à cause des créneaux, quoi. Allez, alors maintenant j'entends la blague, l'excellente blague misogyne qui doit suivre, évidemment. On a bien des difficultés à la faire reculer, la Covid. Vous voyez, comme les filles avec les voitures. C'est désopilant, Alex. Cinéma. Et sur les grosses têtes, c'est carton. Oui, c'est bien pour ça qu'on est sur France Inter. Alors, on sait qui va réaliser le biopic sur Johnny Hallyday. Ce sera Olivier Marchal. En revanche, on ne sait pas encore qui endossera le rôle. Ouais, a priori, vu l'hygiène de vie, c'est quand même Benoît Magimel qui semble le mieux placé pour l'instant. Sinon, il y avait Renaud, mais ça posait la question qui va interpréter le biopic de Renaud. Donc, allez, on reste chez les sportifs. Le coureur cycliste Rémi Di Gregorio a été suspendu 4 ans pour dopage à l'EPO. Oui, en même temps, rythme où ça va, il pourra sans doute quand même participer au prochain Tour de France. International maintenant pour Elon Musk. Le langage humain sera bientôt obsolète. Eh oui, on est à 2 doigts de découvrir que Muriel Pénicaud est en avance sur son temps. À présent, ça se passe à Limoges. Écoutez bien ce titre. Elle porte son masque sur le front et lui tombe sur les yeux en conduisant. Elle percute 2 voitures. Voilà.
Et oui, après avoir été filmé avec une clope au bec, Sibeth Ndiaye ne va pas beaucoup mieux. Dites donc, c'était pas déjà une brève, ça d'ailleurs? Ah, vous m'avez repéré. Mais c'est vous, je l'avais glissé discretos. Ouais, après il y en a 2 autres, ça. Bah oui, ça c'est prévu, c'est le taux légal. Alsace. Ils vendaient de la drogue via Snapchat et offraient des kits, masques et gels hydroalcooliques à leurs clients. Et là, c'est quand même classe de se dire que les dealers sont plus efficaces que le gouvernement. Et en plus, c'est cocasse que des dealers s'intéressent autant à la santé de leurs clients. C'est engagé comme brève. Et la dernière? Ah ouais, la dernière, moins engagée. Hein, mais plus peut-être pour faire un appel aux grosses têtes. Chine. Ikea. Rappelle à ses clients que c'est interdit de faire des sextapes dans les magasins. C'est dommage parce qu'une sextape, ça aurait peut-être fait quelque chose de bien monté chez Ikea. Ah oui. Ouais. Bah non. Bah, bonne si, chance, non. RTL, Alex. Et là, c'est le moment où il faut passer au roman d'Émile Zola. Bah, avec Nana, c'est jouable. Ouais, c'est vrai. Nana. Donc, après avoir fait le tour des œuvres au programme du bac cette année, vous élargissez aux classiques qui ont déjà fait partie du programme, Juliette. Il y a peu de temps, effectivement, Nana d'Émile Zola. Nana qui permet des transitions beaucoup plus faciles après les brèves cette semaine, et on remercie Émile Zola pour ça. Il avait certainement étudié la question. De toute façon, un bon bagage classique, ça sert pour tout, y compris pour les épreuves de cette année. Alors, ouvrez vos esgourdes, c'est à vous, Juliette. Alors, Émile Zola, ex-poète sans succès, ex-journaliste, scrupuleux, précis, bosseur, psychorigide. Émile Zola enquêtait avant d'écrire et prenait des tas de notes préparatoires. Pour Nana, il notait entre autres, et je le cite, « Le cul sur un autel et tous sacrifiant devant. Il faut que le livre soit le poème du cul et la moralité sera le cul faisant tout tourner. » Bon, bah c'est limpide, d'accord. Chouette pitch, lui aurais-je dit. Oui, on nage en plein anachronisme, c'est un effet méconnu du déconfinement, il paraît. Mais un pitch, mon petit bruit de cigare, c'est pas un livre. Comment tu comptes t'y prendre? Comment tu vas faire, Émile, pour que Flaubert t'écrive, juste après avoir dévoré ton livre, Nana, que... Et je cite Flaubert, « Nana, le roman tourne au mythe sans cesser d'être réel, elle... » Nana, le personnage. C'est là qu'est le talent prodigieux de Zola. Au premier chapitre, attaque en falaise. La lectrice, le lecteur, attend comme les spectateurs du théâtre des variétés. On se chauffe dans l'attente. Zola nous balance au moins 50 personnages différents. On trépigne, puisque Zola ne nous emmène pas dans les coulisses ou les loges, comme des petits privilégiés. Et enfin, Nana apparaît. Elle chante et joue avec la finesse d'un cordon bleu de supermarché, mais elle les empoigne et elle nous empoigne. Triomphe. Chapitre 2, dégringolade de la falaise. C'est le matin, Nana dort, seule. Sauf qu'on apprend vite que son amant du moment vient de quitter le lit et qu'au moins 3 autres types l'entretiennent. Et que si Nana sait jongler avec les allées et venues de ses mâles, pas forcément au courant qu'ils n'ont pas le monopole d'ailleurs, elle est moins douée avec l'argent. Comme Gervaise, sa mère, elle n'a pas le sens de l'économie. Son appartement du boulevard Haussmann est moitié poule de luxe, moitié à l'abandon. Si elle a cessé d'être Anna pour être, ça y est, Nana, si elle est lancée, elle n'a pas encore le cul sorti des ronces. Elle vise pour ça le banquier Steiner, qu'une autre actrice douée, celle-là, a commencé à essorer. Et elle l'aura. Mais ça ne lui suffira pas. L'argent du banquier est trop aléatoire. Et puis Nana, elle se veut chic. Elle vise carrément le grand monde, le comte Muffat. Tiens, un chambellan de l'impératrice, carrément, doté d'une très grande fortune et d'une aussi grande moralité. Un mec fidèle à sa femme et à l'église. Punaise, ça va lui faire tout drôle. D'autant que ce digne homme croit au départ que Nana couche avec lui par amour. Ouais, il est pas malin. Alors, il lui fait des petits cadeaux, mais rien d'autre. Et Nana n'a pas plus de sang-froid que de sens de l'économie. Alors, quand il lui interdit de mal parler de sa femme, la comtesse Muffat, Nana lui claque le beignet durement. Elle lui dit « Si vos femmes n'étaient pas des dindes, elles se donneraient la peine pour vous garder que nous... » entre parents, donc nous les prostituées, nous donnons pour vous avoir. Il comprend enfin qu'il est cocu, le brave homme. Il traite donc Nana de putain, c'est un comble, et Nana impériale lui rétorque « De quoi putain? Et ta femme alors ?» Oh là. Oui, Nana
Nana est peut-être une mauvaise comédienne, mais elle écrit très bien ses répliques. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, pour réviser les classiques pépouses. Merci, Juju. Je ne me trompe ou c'est Véronique Jeuneste qui l'avait joué à la télévision française? Ouais, et c'était. Alors, c'est pas de sa faute à elle, mais c'est un très mauvais film. Alors, je profite de votre présence, Juliette, pour passer un message de prévention. Si vous organisez tous chez vous un apéro, en raison des gestes barrières et de la distance d'1 mètre avec vos amis, au moment de trinquer, attention aux élongations. Ce serait con de se dire santé en se faisant un claquage. D'accord ? C'est aussi ça, le service public. Un pastis, c'est le beau. Voilà, pastis, c'est le beau, excellent. Voilà, c'est vous rendre autant service que de vous faire découvrir des contrées musicales encore inconnues, n'est-ce pas, Alex ? Oui, et si on ne les avait pas encore visitées, ces contrées, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Direction, donc, le Groenland des sonorités avec Mélanie Bauer. Bonjour Mélanie. Bonjour les amis. Alors déjà, je voulais lancer un cri du cœur pour tous mes amis journalistes de la musique qui sont en burn-out de nécro. Arrêtez de mourir les musiciens, ce n'est plus possible, on est triste tous les jours. C'est trop. Heureusement, il reste des vivants, des légendes vivantes de la musique comme Mark Hollander, le patron du label de musique indépendant belge Crammed Disc. Avant même de créer sa maison de disques en 1977, Mark Hollander est musicien et curieux des sons du monde. Jazz, électronique, musique africaine, balkanique. Il sort un album qui deviendra culte, 11 danses pour combattre la migraine, sous le nom de Aksak Maboul. Une ribambelle de musiciens se succéderont dans ce projet qui s'effacera durant les années 80 pour mieux réapparaître aujourd'hui avec un nouveau disque, Figure, qui sort le 22 mai. Un double album étrange avec de l'harmonisation, des échappées et des interludes, quelque part entre Chassol, Liminianas et Brigitte Fontaine. Je suis ravie. On sait jamais. Alors là, comme vous voyez, il y a Aksak Maboul et puis avec nous, il y a Mélanie même. La fête continue. Mark Hollander, de nouveaux musiciens donc, avec Véronique Vincent et quelques uluberlus de son label, comme les bizarroïdes jazzeux du groupe Aquaserge. Pour Figure, 22 titres d'une fraîcheur intemporelle qui nous rappellent que lorsqu'on n'essaye pas d'imiter les anglo-saxons, on peut faire du très bon son. Ça fait pas simple. Et balance ta chimère à la voûte des melofos, à la vague douce de la mer.
Sac Maboul, figure, sortie le 22 mai. Bisous les copains. Merci Mélanie Bauer. Vous n'êtes pas seule. Non. Il y a des gens avec nous, des chroniqueurs, ça s'appelle. Vous voudriez N'est-ce pas, savoir Alex ? qui c'est, hein, bien Oui. sûr. Et oui, on a déjà entendu Juliette et Constance, mais il nous reste encore toute la partie sérieuse de l'équipe, représentée par Clara Dupont-Moreau et Thomas Croisière. Avant ça, celui que l'ultra-droite appelle l'idiot utile, et pourtant rien ne nous prouve vraiment qu'il soit utile, c'est Guillaume Meurice. Ils sont pas très sympas, il y a que moi qui leur donne la parole sur l'antenne. Bref, deuxième jour du Monde d'après, les amis, et toujours autant de surprises, puisque ça fait déjà plus de 15 minutes que Sibeth Ndiaye n'a pas dit de conneries. C'est tout à fait remarquable. Alors en même temps, on enregistre à midi cette émission, donc cette phrase ne sera certainement plus vraie à 17h. Pourtant, Castaner a dit qu'il faisait le pari de l'intelligence des Français. Alors, vous vous êtes beaucoup moqué hier. Moi, je trouve qu'il a raison. Non, mais il a raison de parler d'intelligence, Castaner, parce que moi, je suis toujours pour que les gens se risquent sur des terrains qu'ils connaissent pas. Je vous rappelle que moi, j'ai créé un groupe de musique, donc je vois pas pourquoi Castaner, il parlerait pas d'intelligence. Il faut se risquer dans la vie. Moi, je suis pour un sénateur qui parle de travail, ou même Alex Vizorek qui parle de féminisme. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut sortir de sa zone de confort. Et la deuxième chose pour laquelle je pense qu'il a raison, Castaner, c'est son constat, tout simplement. Les Français sont intelligents. Je suis bien placé pour le savoir. Je vais à leur rencontre tous les jours. Et encore aujourd'hui, vous allez voir, on est vraiment le pays de Voltaire, d'Hugo et de Pascal Praud. C'est évident. On commence avec un monsieur qui a bien respecté le confinement en restant chez lui. Maison télé, et je remercie France 2 pour ces films pourris qu'on nous a mis pendant tous les jours à 14h. Des films d'il y a 3000 ans. Et je crains vraiment la reprise. Ouais, pas très content vis-à-vis de France 2 et ses films, je cite, pourris, hashtag ma redevance. C'est vrai qu'on parle toujours de l'angoisse de la maladie, mais on parle pas des drames sur le service public. Les films pourris sur France 2, les chroniques de Thomas Croisière en quotidienne sur France Inter. Je vous en prie, respectez les consignes. Plus jamais ça, d'accord ? Alors, ce monsieur, qui par ailleurs n'avait pas de masque, je le signale, n'était pas tendre avec les gens qui suivent pas les consignes. Non, mais les gens sont pas très sérieux. Et vous n'avez pas de masque, alors est-ce que vous êtes sérieux ? Mais je vous garantis, je n'ai pas beaucoup porté, mais à partir de demain, je porterai tous les jours. Là, vous portez pas le masque, mais à partir de demain, oui. Demain, oui. Pourquoi à partir de demain ? À partir de demain, je le mettrai... Vous avez décidé, c'est demain que ça... Demain, tous les jours. 24 heures sur 24. Alors non, là c'est 24 heures sur 24, c'est trop. Il n'a pas de juste milieu en fait, monsieur. Ça c'est un gars, s'il a son permis de conduire, il doit décider les jours où il met sa ceinture de sécurité. Il doit se dire, moi c'est mardi et jeudi la ceinture. En revanche, attention, mardi et jeudi, il la porte tout le temps. Même quand il n'est pas en bagnole, il fait la cuisine avec sa ceinture, 24 heures sur 24. Bon, ça c'est une technique comme une autre. Alors passons à un autre monsieur qui a lui aussi un avis sur la gestion des masques. Ils auraient dû, je pense, comme en Italie, il faut toujours prendre ce qui est le meilleur chez les autres, ce qu'on appelle le benchmarking. En Italie, ils ont dit tout de suite, messieurs, mesdames, fabriquez vos propres masques. Il fallait benchmarker l'Italie. Tout à fait. Oui, ça c'est le problème aussi, on n'a pas assez benchmarké l'Italie, ça je vous l'ai dit, vous ne m'écoutez pas. L'autre jour, je vous ai même dit, on va benchmarker l'Italie à la pizzeria, vous avez fait semblant de ne pas me comprendre. Alors, faut pas s'étonner si aujourd'hui, on est comme des cons là, à avoir le seum, on a benchmarké la Belgique. Voilà ce qu'on a fait, tout simplement. Ce monsieur, il avait le seum, mais il avait aussi la colère. Je suis pas content de l'attitude des Français il y a à peu près 20% des Français qui s'en foutent totalement et qui sont, à mon avis, des criminels, tout simplement, parce qu'ils diffusent le virus. C'est tout aussi simple que ça. Vous voulez parler des Français qui n'ont pas de masque ? Non, c'est pas simplement les Français qui n'ont pas de masque, c'est les Français qui... Et vous n'avez pas de masque ? Et moi, j'ai pas de masque. Voilà. Il n'avait pas de masque non plus, mais il avait un avis. Et souvent, un avis, ça protège. C'est l'intelligence des Français qui protège. Il l'a dit, Cricri. D'ailleurs, Cricri, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il va visiter une usine de masques, il porte un masque tout le temps, sauf pour la photo de groupe, où ils sont tous serrés les uns sur les autres. Alors en fait, Cricri, c'est un mec qui met une capote dès le matin pour toute la journée, mais dès qu'il arrive à une partouze, il l'enlève. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intelligence à la Cricri. Allez, passons à notre exemple avec une dame très chic du 16e arrondissement de Paris, qui habite à côté du parc du Ranelagh. Alors, est-ce qu'elle a respecté le confinement ? Je suis pas tellement restée confinée, Il y avait le Ranelagh à côté, on pouvait aller au Ranelagh. De temps en temps, on avait la police qui disait « faut rentrer ». Oui, il faut rentrer. Puis aussitôt qu'ils avaient le dos tourné... Vous avez été un peu rebelle alors ? Ouais, il n'y a pas que moi. Il y a des rebelles dans le 16e arrondissement de Paris ? Oui. Oh là là, et ça on ne savait pas non plus. Il y a du Bakounine des beaux quartiers, il y a du punk à Yorkshire les amis. Ça gueule toute l'année sur la justice laxiste, mais dès que ça peut niquer le game... Ça y va, c'est bien joué les révolutionnaires. Bon, c'est pas hyper responsable, mais cette dame, ça, elle en a bien conscience. Je sais, c'était pas normal. Et vous vous êtes jamais pris une amende ? Non. Zéro ? Non, zéro.
Zéro. À chaque fois, j'ai discuté, y aller, faut partir et tout ça. Puis une fois qu'ils étaient le dos tourné un peu plus loin, je faisais comme tout le monde. Hein. Je me rasseyais, puis voilà. Eh ben oui, parce que la police, elle est gentille dans le 16e. Et ça, c'est un conseil que je donne aux habitants de Seine-Saint-Denis. Allez habiter dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Alors certes, le préfet, c'est Didier Lallemand, hein, c'est le petit prince du taser. Mais si vous êtes ni noir, ni arabe, ni de gauche, ni gilet jaune, etc., c'est un type adorable. Et en plus, ça fait 15 minutes qu'il n'a pas fait de dérapage. Enfin, en tout cas, à l'heure où on enregistre. Hein, je rappelle qu'il est midi. Allez, à demain pour le monde d'après, celui d'après. Guillaume Meurice, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Et à quel moment vous avez cru que ça allait changer? J'ai plus ce moment où dans votre œil vous vous êtes dit là ça va repartir, là c'est bon. Bah, moi c'est la tribune de Nicolas Hulot, je me suis dit là tout va changer. J'y crois, c'est juste les pires qui sortent. Les autres sont restés chez eux, regardez-moi, je suis resté chez moi. Bon, prenons un petit peu d'avance sur les cahiers de vacances apprenantes. Voici les exercices frais du jour. On commence par les mathématiques avec Alex. Eh oui, écoutez bien tout ce que je vais dire. Hein. Et je dis ça parce que je sais que tout le monde ne le fait pas toujours. Anne Hidalgo a organisé la distribution de 2 millions de masques aux Parisiens. Enfin, masques, allez, hein, appelons ça des sachets en plastique un peu tunnés. Mais 2 millions. 2 millions, c'est le chiffre. Au dernier recensement, la capitale comptait 2,148 millions d'habitants. Si on imagine que 10% des Parisiens ne sont pas rentrés de leur trip à la campagne, grâce à eux, combien de masques aurons-nous en trou? Attention. Wow. Ouais, je dirais en plus plutôt qu'en trop, parce qu'il n'y en a jamais trop de ça, on l'a appris à nos dépens. Alors, un exercice de culture pop et de civisme. Parmi les titres de films suivants, lesquels correspondent au premier jour de déconfinement? Petit A, La Cité de la Peur, d'Alain Berberian. Petit B, N'oublie pas que tu vas mourir, de Xavier Beauvois. Petit C, Embrassez qui vous voudrez, de Michel Blanc. Petit D, À 2 mètres de toi, de Justin Baldoni. Guillaume. Oui, Donald Trump a déclaré qu'il était encore plus maltraité par la presse que l'ancien président Lincoln. Alors, petit exercice amusant, rigolo. Retrouve qui de Trump ou Lincoln, ou les deux, correspondent les propositions suivantes. Il est né le 12 février 1809, soit 3 jours avant Giscard. Proposition B, il porte quelque chose sur sa tête. Ah, il y a peut-être un piège, faites gaffe. Proposition C, il a attrapé la syphilis. Proposition D, il a attrapé les femmes par la chatte. Ce qui protège de la des propositions, c'est vrai pour Trump ou pour Lincoln. Ou les deux. Ou les deux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les corriger sur la page Par Jupiter, enfin qui s'appelle Par Jupidémie maintenant, de franceinter.fr et sur notre page Facebook. Son métier aujourd'hui, c'est de lire des manuscrits. Ces petites chenilles de littérature qui plus tard déploieront leurs pages. Ça, j'ai suivi la masterclass Thomas Bidegain. Et quand elle se repose de cette activité, c'est pour quoi faire, Alex? Eh ben, je constate, Charline, que j'ai pas mis de lancement. Donc, ce qu'on va faire, François, tu mets un peu de musique et je vais y aller. Hein. Elle est dans les Cévennes. C'est magnifique, cette région bien éloignée où la vie refait surface. Ça repart, on l'attend. C'est merveilleux. Elle lit des livres, les livres c'est sa vie. Les livres elle s'y perd, les livres elle s'y retrouve. Oui c'est bon, c'est des lumières dans Par Jupidémie et donc Clara Dupont-Mono. Oui voilà, faisons efficace. C'est à vous Clara. Oui bonjour Alex, merci pour ce lancement. Bonjour les confins. Alors on dirait un boomerang. Ouais c'est ça. Déjà non mais soyons sérieux parce que je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de Jupidémie parce que j'ai bien reçu tous vos messages qui me suppliaient de chroniquer à nouveau du Jack London. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et certains j'ai acheté Martin Eden. Je sais. Et d'ailleurs, vous êtes allé assez loin, vous, Thomas, puisque vous m'avez proposé vos fils en échange d'une nouvelle chronique sur Jack London. Je vous ai entendu. Et Meurice m'a promis de laver et non pas mouiller. Nuance, ses cheveux, si j'en refaisais une, bah, j'entends. Et Vizorek, lui, qui est un petit peu hors jeu, a visiblement pensé que Jack London était une marque de costume, parce que je pense que Jack London Paul Smith, ça a dû bugger là.
En fait, vous voyez, Paul Smith, Jack London, il y a un moment où, voilà. Néanmoins, mes amis, je vous ai entendu, donc d'accord, Jack London is back, il a 18 ans, on est en 1894, il a les poches vides, la bougeotte, alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, pendant 6 mois, il quitte tout, même s'il n'a pas grand-chose, pour aller vivre comme un vagabond. Il se mêle à ces gitans d'aujourd'hui, comme il dit, les chômeurs, les ruinés de la crise économique, les sans-logis, tous ceux que l'Amérique, beaucoup plus tard, va appeler les hobos, eh bien, London, lui, les appelle les trimards, qui triment. Et le livre, d'ailleurs, dont je vous parle aujourd'hui, s'appelle Le Trimard, ou Carnet du Trimard, selon les traductions. C'est un texte pas très connu de London et pourtant fondamental. Pourquoi ? Parce qu'avec ce texte, il révèle la part d'ombre du rêve américain. Il raconte une série de séquences, en fait, ces 6 mois passés dans les rues avec les laissés-pour-compte de la prospérité. Et il le raconte, il n'y a pas un gramme d'angélisme. Le milieu des trimards est très peu solidaire, marqué par la sélection naturelle, seuls les plus forts survivent. Il faut savoir vivre la nuit, il faut savoir supporter la faim, la soif, la violence, savoir grimper dans un train en marche, puisqu'on n'a pas de billet, et accepter des travaux cassants. En fait, le trimard, c'est d'abord un corps abîmé, attaqué, et ça marquera tellement Jack London qu'il décidera de ne jamais gagner sa vie en utilisant son corps, ses muscles, ses mains, et d'ailleurs il reprendra ses études une fois son périple terminé. Non mais c'est intéressant parce qu'on est très loin de cette éthique du travail qui était tellement vantée par des gens, des grands auteurs comme Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui voyait une espèce d'honneur du travail, une espèce de noblesse. On est très loin aussi du romantisme d'une certaine gauche, ou bien sûr des professeurs de morale qui parlent au nom du peuple et qui posent pour un magazine de champagne, il y en a. Et cette neutralité est d'autant plus louable que Jack London, il avait des convictions. Il a eu un engagement plus tard socialiste. Alors, je rappelle que 120 ans avant François Hollande, le socialisme voulait encore dire quelque chose. On a tendance à l'oublier. Mais plus tard, après Jack London, il y aura les Jack Kerouac, les Steinbeck, les Dos Passos, qui feront de ces trimards des personnages de romans. Mais en attendant, c'est Jack London qui dessine leur silhouette, qui déblaye le terrain. C'est lui qui passe en éclaireur. Je vous redonne les références. Le Carnet du Trimard de Jack London est paru chez Talandier. Merci Clara Dupont-Mono. Vous êtes donc dans les Cévennes, mais vous reprenez la route vers Paris bientôt ? Oui, bientôt. Je vais retrouver Paris, les contrôles, les masques, encore que je... voilà. Et puis, je devrais apprendre à discuter avec d'autres êtres vivants que les sangliers. Ça va me faire bizarre. Oh là là, vous allez passer de la zone libre à la zone rouge, c'est tellement courageux. Ouais. Merci Clara Dupont-Mono. Music. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me higher, out of the fire, out of the flames. I lost the fear, but you give me meaning again. I'm singing revival, revival song. I'm singing revival, revival song. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. I followed your footsteps to the gates of the city. I saw your face, oh, I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, you lift me higher.
Revival par Gregory Porter, c'est un titre de la playlist France Inter que vous écoutez en ce moment, puisque c'est par Jupidémie. Alors vous aussi sans doute, plus vous vous êtes rapproché de la sortie, plus vous avez essayé de rentabiliser le temps qu'il vous restait à être enfermé. Eh bien nous aussi. La semaine dernière, quand on mettait 1 heure pour enregistrer 12 minutes d'émission, certains ont craqué et se sont adonnés à une activité de type ancillaire en même temps que la fabrication de ce qui parvenait à nos oreilles, de ce qui parvient à vos oreilles, pardon, pour rentabiliser, quoi. C'est l'objet du making-of. Émeric, t'es à combien de pourcents? Pour savoir si je fais un peu de repassage ou pas. J'ai pas encore envoyé. Ah, t'as pas encore envoyé? Je vais peut-être déplier ma table à repasser quand même, en fait. Ouais, tu peux y aller, hein. Ça vous ennuie si je fais un peu de repassage pendant... Non, Attends, excuse-moi, mais c'est quoi l'intérêt de faire du repassage alors qu'on sort pas de chez nous? Ouais. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable de repasser. Fin de la conversation. Ah bon? Ouais, c'est un putain de plaisir. Mais repasser, c'est agréable? C'est génial. Alors, faire la cuisine, c'est chouette, mais... Non. Bah, j'adore faire la cuisine. Je vous affirme que repasser, d'abord, c'est un moment où tu peux à la fois... Tu réfléchis vachement bien puisque tu lisses les choses. Enfin, ça lisse aussi ton cerveau. Non, oublie ce genre de phrase. Ça me donne envie de courir à l'intérieur de moi-même. T'en sais rien, t'as jamais lissé. Mais arrête, c'est des trucs de psy à la con, ça. C'est non. Merci, bisous. Voilà. On peut reprendre, non? Charlie, putain. Charlie a disparu. Charlie est en train de lisser ses pensées. Elle est partie lisser ses pensées. C'était sur le passage. Et maintenant, on sait pourquoi Guillaume a toujours des chemises chiffonnées. C'était la séquence repassage et philosophie qui, chaque jour, fait la transition avec la séquence coloriage et sémantique de l'art. D'abord, merci pour vos dessins. Même le défi qui consistait à construire un igloo avec tout ce qui reste de ton stock de PQ à la maison. Ce défi a été relevé. Bravo à Madeleine et Anna qui ont 10 et 7 ans, à Arwen qui a 13 ans et Léandre 10 ans. Leur construction, on peut dire, et leurs dessins sont visibles sur franceinter.fr ou la page Facebook de Par Jupidémie. Et donc, comme vous êtes très très fort, le dessin du jour... le voici, tu connais le fameux tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Oula. En admettant que les naufragés sur le radeau soient contraints de respecter les gestes barrières. Sur un radeau d'on va dire 16 mètres carrés. Voilà. Redessine le tableau. Comme on dit à Top Chef, revisite le radeau de la Méduse. Petit indice, ça fait déjà beaucoup moins de gens à dessiner que sur l'original. Et je te parle même pas du moins de gens de l'épisode historique. Et du radeau, on passe aux croisières. C'est-à-dire, bien sûr, Alfred, Gaston et Thomas, un nouveau film à partager avec autant de passion. C'est rien que du love exciting and new. C'est à vous. Confiné volontaire avec mes 2 champions du monde, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Rocky 2 de Sylvester Stallone. Trois ans et 225 millions de dollars après Rocky entre sur le ring Rocky 2, la revanche. Et cette fois-ci, Stallone réalise. Car John J. Avildsen était indisponible puisqu'il préférait La fièvre du samedi soir, dont il fut viré 3 semaines avant le tournage. C'est d'ailleurs en clin d'œil du tigre que Tony Manero Travolta a dans sa chambre un poster de Rocky. Alors, faut savoir que c'est mon film le préféré au monde dans toute ma vie. Et ça m'a donné envie d'être champion de karaté, puisque je commence déjà à faire des cours. Alors, ça fait l'occasion. Est-ce qu'un film de boxe qui donne envie de faire un art martial est un film karaté? Je ne sais pas. Et si Stallone, une fois la franchise Rocky devenue milliardaire, se fit attaquer pour plagiat par Chuck Wepner, dont la vie inspira l'histoire, le scénario du 2 pourrait être revendiqué par Jean de La Fontaine, qui lui-même serait poursuivi par Ésope. Rocky 2, ça m'a un petit peu rappelé le lièvre et la tortue. La tortue, c'était Rocky et Apollo Creed, c'était le lapin. Le lapin, il disait ouais, je suis le plus fort, je vais te battre.
parie que je vais réussir à gagner alors que toi tu pars avant. Et donc il broutait, le lapin, il dormait et tout ça. Et à la ligne d'arrivée, quand il avait vu la tortue qui était presque à la ligne d'arrivée, il y allait de toutes ses forces et là, non, ça marchait pas. Et ce n'est pas un hasard si Rocky, en plus de son chien et son poisson, a aussi des tortues. D'ailleurs, le seul bémol scénaristique de mon cadet les concerne. J'ai trouvé qu'il y avait un seul truc débile, c'est qu'en fait les tortues étaient sur la télé et il avait dit « Vous voulez que je vous mette la télé ?» C'est un petit peu débile. Mais elles pouvaient très bien entendre. Et oui, si elles n'entendent pas, au pire, elles peuvent lire sur les lièvres. Mon ami, lui, a davantage eu un problème avec les lèvres. J'ai préféré Rocky 2 à Rocky 1. La seule chose que j'ai détesté de Rocky 2, c'est quand même les 8000 baisers sur la bouche. Bah oui, parce que Rocky sans Adrian n'est plus qu'un hongre. À la ceinture de champion du monde, il préfère les chaînes du mariage. Mais non, comme Sissi, on n'échappe pas à son destin. Alors, quand elle lui dit « Il y a une chose que je veux que tu fasses pour moi. » Quoi ? Approche. Quoi ? Gagne. Eh ben Rocky, il écoute en boucle la musique de Bill Conti, il court partout avec plein de monde, il tape dans tous les trucs qu'il voit de son œil gauche parce que le droit va moyen et il va aller défoncer ce frimeur d'Apollo Creed. Apollo, je trouve que c'était un gros frimeur et que quand il sautait, on aurait dit le ventre de papa. Puisqu'il ressemble au mien, c'est donc dans un ventre excessivement gainé et abdominé que frappe Rocky pendant 15 rounds. Rocky, dont on apprend dans une scène coupée que le vrai prénom est Robert. Et je ne suis pas certain que ce soir, on aurait regardé Robert III, l'œil du tigre. Alors que Rocky III, c'est sûr qu'on va se le faire avec une bonne tisane et un Monsieur T. Vive le cinéma! Wow. Excellent. Thomas Croisière, Alfred et Gaston, merci beaucoup. Donc les enfants ont vraiment adoré Rocky. Alors vous pouvez réécouter bien sûr le premier épisode hier sur le premier Rocky. Mais vous nous ferez pas la suite. Demain, vous aurez un autre film à nous proposer, mais vous allez donner envie de les revoir. On fera un petit virage à 180 degrés demain. Les amis, et n'oubliez pas, Thomas Croisière, que la police du jeu de mots est équipée de drones maintenant. Faites attention. C'est la fin de cette émission, mais ce sera pour mieux vous retrouver demain, les amis, avec les tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. À demain. À demain. Oui. À demain. Merci à ceux qui étaient là aujourd'hui, Constance, Mélanie Bauer. On vous retrouve cette semaine, Clara Dupont-Mono. Oui, vous me retrouverez jeudi. Très bien. Votre dernier jour dans les Cévennes. Oui, mais toujours mes chroniques toujours gratuitement. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique Kevin Pelot et Julien Michel. Vive les fils devant les haras et les apéros sur les quais du canal Saint-Martin, illustrés par le mot de la fin. Allez, tiens Jackie. À la vôtre, mes amis. Là, c'est le naturel. Il revient au boulot. 1, 2, 3, 4. Par Damien Chazelle, lauréat d'un Oscar pour La La Land. The Eddie, une nouvelle